Donc on continue avec la dernière séance de la matinée qui va être sur une des deux manèges de la chirurgie, la maladie du Dupuytren. Alors, vous savez que la maladie du Dupuytren, depuis quelques années, a subi pas mal de gros changements, puisqu'il y a eu des techniques qui se sont développées, de plus en plus extra-chirurgicales, et il était temps de faire le point. C'est pour ça que trois des chirurgiens d'expérience qui ont utilisé ces techniques vont donner le point final, j'espère. Je crois que les mamelles sont un peu maigres aujourd'hui, puisqu'on leur autorise une petite demi-heure, mais on va faire au plus vite. Une petite question qui exclut tous les cheveux blancs et encore plus ceux qui n'ont pas de cheveux. Et ceux qui n'ont plus de cheveux. Voilà, c'est ça, ceux qui n'ont pas de cheveux. Qui fait de façon préférentielle, dans le Dupuytren, la chirurgie. La personne ne fait rien. Non. Vous ne ferez pas de Dupuytren chirurgie classique, aponévrectomie. Ok. Qui fait plutôt de façon préférentielle des aponévrotomies. T'as encore des cheveux? Oui, t'as encore des cheveux. Ok. Et collagénase, à part une exception. Très bien. Alors, je peux demander, Caroline, qui s'occupe encore qui voit encore qui voit encore des Dupuytren. Mais non, je crois qu'il y en a encore, et je crois qu'on va encore opérer, enfin en tout cas traiter des Dupuytren. Donc, assez rapidement, on va essayer de vous faire un point. Comme l'a dit le professeur Gilbert, Dupuytren, ça bouge énormément après des siècles d'immobilisme. Vous allez voir qu'il se passe plein de choses, ce qui nous rend d'ailleurs la vie très compliquée, on en parlera peut-être après. Donc le docteur Rimbaud va d'abord commencer en nous parlant de l'aponévrectomie percutanée à l'aiguille. Merci Caroline d'avoir pensé aux enjoints de venir parler de cette technique que j'ai eu l'occasion de présenter devant cette assemblée il y a 3 ans. Et je vais vous faire un petit point d'actualité. Alors déjà, le point d'actualité, il faut vous dire que sectionner une corde de maladie du Dupuytren, c'est très ancien. Et il faut nommer Lutz, qui a introduit le fascioto. Vous trouverez ça à 59. Et puis il y a cette grande époque britannique avec les files d'attente qui fait qu'il y a eu beaucoup de publications sur l'aponévrotomie percutanée. En fait, ce sont les rhumatologues qui ont un petit peu, transgressé et mobilisé la jante chirurgicale avec des discussions qui ont été parfois sévères entre les chirurgiens qui commençaient à pointer de l'aiguille des territoires dans lesquels il y avait des éléments nobles. Et nous-mêmes, il y a près de 25 ans, on s'est mis à faire des aponévrotomies à l'aiguille lorsque les engins allaient à Paris et prenaient le train. Rendons hommage à François Schoenberg qui a dit la maladie du Dupuytren à l'aiguille, peut être fait par les chirurgiens, mais en salle d'opération, et l'expérience de Bloton et surtout de Guy Fouché. Alors pour nous, notre protocole, à Angers, c'est d'abord une anesthésie pluritronculaire avec un garrot brachial. Certains prennent des aiguilles de 19 ou de 25, sachant que les plus grosses sont les 19, et que ces aponévrotomies, on les a fait à la fois dans la paume, mais également très tôt dans les doigts. Et puis systématiquement, on a injecté du Kenacort, triamcinolone, et puis on a immobilisé les gens une semaine. C'était notre protocole, puisque comme ça, ils ne nous posaient pas de questions pendant une semaine, et on les revoyait au bout d'une semaine. Ça, c'était au départ. Et puis on a mis des orthèses pendant 3 mois et demi, puisque c'est ce qu'on faisait pour les aponévrectomies. Voilà, si vous voulez, des résultats que tout le monde en connaît, avec parfois, des aventures digitales qui se terminent en général bien. Et je vous rappelle qu'il y a 2 techniques. La technique, de la machine à coudre, c'est-à-dire qu'on va pré-perforer les cordes à plusieurs endroits, puis après on va étirer le doigt, et puis la technique que je préfère, qui est celle, de la micro-incision à l'aiguille, où on va, en ayant le contact avec le dur, on va faire des micro-incisions, et on peut en faire, comme vous avez vu, 10 à 12 sur un rayon. Voilà, si vous voulez, il y a 3 semaines, tout le monde est content, les gens ont déjà repris le lavage des mains au bout de 8 jours, ils ont repris l'activité s'ils ont un travail, et on n'en parle pas.
Alors, bien évidemment, lorsqu'on est, je dirais, dans les années 95, on bouscule un petit peu les choses, et j'avais mon ami Michel Lebourg de Rennes qui, lui, opérait tous les Bretons et ne se croyait pas, je dirais, à notre expérience, et il s'est prêté au jeu de venir en observateur neutre, donc c'était un senior, qui est venu tous les samedis matins pendant quelques mois, voir nos patients, plus d'une centaine de patients, ceux qu'on n'a pas vus, on les a eu au téléphone, et donc vous voyez qu'on a quand même des éléments objectifs sur 82 rayons, et je vous donne le raccourci de cette série qui a été présentée, je dirais, en 2001 à la Société française de chirurgie de la main. Résultat des courses, tout le monde veut cette technique-là, tout le monde est satisfait, il n'y a pas de grognon. On a des métacarpophalangènes qui sont en extension et qui restent en extension, je dirais, pour la moitié à 5 ans, avec un gain global de 45%, ce qui est bien, avec quasiment pas de iatrogénie. Par contre, on a montré rapidement que finalement, faire ça pour les IPP, c'était peine perdue. C'est-à-dire que vraiment, il faut dire aux gens, vous n'allez rien gagner dans l'IPP, mais si vous gagnez 1 an ou 2, ça vous permettra de passer un cap. Et puis, en prenant les critères de Caroline Dolker et de Raoul Tubiana, tous nos patients avaient 100% de récidive. Mais 100% de récidive, ça ne veut pas dire que c'est 100% de patients qui vont être réopérés, puisqu'à 5 ans, nous n'avions que 22% qui étaient réopérés par fasciectomie. Alors, on a passé, je dirais, tous ces items à la moulinette avec un informaticien, et qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat, comme critère influençant? Le siège du FESOM, on l'a déjà dit, très bon pour les MP, nul pour les IPP. Par contre, quelle que soit l'angulation, quel que soit le rayon, en particulier même le 5e, quel que soit l'âge du patient, avec une petite tendance statistique pour les gens âgés, quelle que soit la technique, grosse ou petite aiguille, machine à coudre ou fasciotome déguisé, même résultat. Alors, les messages, si vous voulez, que je veux vous faire passer, c'est que premièrement, c'est une technique qui est efficace. Les rhumatologues l'avaient montré en faisant ça sur un coin de table, c'est pas très confortable. Ça nous arrive de le faire sous anesthésie locale pure dans des formes anatomiques très précises. Et on a bien montré que finalement, à court terme, on a, si vous voulez, des extensions complètes. Regardez la statistique de PES en 2012, c'est quasiment 100% d'extension pour les MP. Par contre, sur 1000 rayons, il y en a déjà beaucoup moins sur les IPP. Deuxième message, il y a des complications, elles ne sont pas très fréquentes, ça nous demande quand même une certaine technicité. Et là, il faut suivre, je dirais, François Schenberg, ça doit se faire en salle d'opération, ça doit se faire par des chirurgiens et non pas par des rhumatologues. La lésion tendineuse, nous en avons eu au début de l'expérience, il faut faire quand même très attention. Par contre, si nous avons un taux important de complications neurologiques, c'est parce que ça a été revu par un chirurgien senior qui ne croyait pas à cette technique. Je crois que l'expérience strasbourgeoise, elle est insuffisante, 25 doigts versus 1000 doigts. Je crois que là, il faut que le strasbourgeois continue, mais je suis d'accord avec Philippe Liverneau, on peut aller dans les doigts, les nerfs ne craignent pas finalement l'aiguille si on a une bonne technicité. Par contre, ça récidive pour les IPP. Il n'y a pas de différence entre les grosses et les petites aiguilles, il n'y a pas de différence entre la machine à coudre et le fasciotome. Par contre, ce que nous avions déjà montré, c'est-à-dire que la tendance à l'intérêt du Kenacort, c'est-à-dire la triamcinolone en injection locale, en multifocale, est démontrée, et en particulier, il y a encore des articles qui viennent de sortir qui montrent que versus rien ou versus un autre corticoïde, il faut prendre la triamcinolone. Voilà. Dernier message, ou avant-dernier message, c'est-à-dire que oui, on a des récidives, mais est-ce que tous les patients qui ont une maladie du vitrin se font opérer? Non, eh bien, beaucoup de patients sont contents d'avoir une apotomie à l'aiguille, ils ont une récidive, il y a récidive fonctionnelle, handicapante, et où on continue de vivre avec sa maladie du vitrin. Alors, on a poursuivi, je dirais, le traçage de ces patients. Vous avez vu, quand Michel Lebourg a revu les patients, 22% de patients ont été réopérés, 37% à 10 ans, la moitié à 18 ans. Et regardez Guy Fouché, série de paume ouverte, 23% de récidive à 5 ans, versus 22% pour la pneumotomie aiguë. Je crois qu'on est dans une maladie qu'on ne connaît pas encore très bien. Et puis, je vous engage à lire tous les travaux de l'équipe hollandaise de Van Riesen, qui a démontré l'intérêt de la pneumotomie à l'aiguille. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des abords mixtes, c'est-à-dire qu'on va faire de la fasciectomie essentiellement dans les doigts, et on va combiner les gestes à la paume de fasciotomie en y mettant du Kenacort à cet endroit-là,
On attend le traitement médical, on espérait dans la collagénase. Un dernier papier vient de sortir là récemment en 2016 qui montre que aponévrotomie aiguille versus collagénase, eh bien c'est 15-15 et donc la transition est toute faite pour celui qui va parler de la collagénase.